Bienvenue dans l'Œil au Clébar, le premier podcast d'ophtalmologie vétérinaire. Je suis Bertrand Michaud, vétérinaire praticien exclusif en ophtalmologie près de Genève. Je vous propose de découvrir en un clin d'œil l'ophtalmologie vétérinaire les yeux fermés. Ce podcast mensuel est réalisé en partenariat avec Dome Pharma, laboratoire vétérinaire engagé depuis plus de 40 ans en ophtalmologie vétérinaire. Un grand merci à eux pour leur soutien et la totale liberté sur le contenu proposé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Œil au Clébar, on va parler des uvéites quand ça chauffe dans l'œil. J'ai le plaisir de retrouver Guillaume Payen. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Bertrand. Alors Guillaume, toi tu travailles au CHV de Frégis depuis plus de 15 ans maintenant. Tu es spécialiste européen en ophtalmologie, diplômé également du DESV d'ophtalmo vétérinaire. Tu as été formé par Bernard Clerc et Sabine Chaoury à l'école vétérinaire d'Alfort, où tu as aussi exercé en tant qu'enseignant pendant de nombreuses années. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Donc aujourd'hui, le thème, ce sont les uvéites qu'on va traiter. Avant de commencer à traiter le sujet, je pose toujours la même question aux intervenants. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce domaine de l'ophtalmologie, toi ? Ce qui m'a poussé, ce sont mes études, le cours de mes études, puisqu'initialement, moi, j'ai choisi le métier de vétérinaire avant tout pour exercer en rural. Et puis, j'ai fait beaucoup de stages, j'y ai travaillé. Je me suis rendu compte, puisque j'y passais toutes mes vacances à la campagne, que j'avais peut-être confondu un petit peu les vacances et la réalité. Et puis, l'exercice de la rurale m'a fait me poser un certain nombre de questions. Et c'est arrivé en même temps, je dirais, que la rencontre avec un des professeurs de l'école d'Alfort, Bernard Clerc, à qui j'ai posé beaucoup de questions, qui m'a toujours répondu avec beaucoup de patience. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressé de plus en plus à cette discipline. Et j'y ai trouvé vraiment mon compte dans la mesure où j'avais besoin d'opérer. J'étais très attiré par l'ophtalmologie et cette discipline, effectivement, nous permet d'allier une activité de sémiologie, de consultation, de clinique, en même temps et quasiment à part égale avec une activité chirurgicale. Et cette alternance des deux activités me permet de me sentir toujours épanoui au quotidien. Et puis l'œil, évidemment, c'est un organe assez mystérieux, fascinant, qu'on connaît de mieux en mieux, de plus en plus, et que l'on sait traiter et appréhender aussi avec beaucoup de progrès ces dernières années. Écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi? Je crois que ça doit être vos yeux. Aujourd'hui, on va parler des uvéites. Finalement, qu'est-ce que c'est une uvéite ? Alors, une uvéite, c'est l'UV plus le suffixe ite, donc ça indique une inflammation de l'UV. Ce qui sous-tend ta question, finalement, c'est qu'est-ce que l'UV ? Et l'UV, ça correspond, par définition, à la tunique vasculaire de l'œil. Alors, l'uvéite va correspondre finalement à une inflammation intraoculaire, donc à l'intérieur des enveloppes de l'œil, puisque cette tunique vasculaire de l'œil, ce sont tous les tissus qui, à l'intérieur de l'œil, sont vascularisés. Donc, ça inclut depuis l'avant vers l'arrière l'iris tout d'abord, qui correspond au diaphragme de l'œil, qui est composé de deux muscles qui se dilatent, qui se contractent en fonction de l'ambiance lumineuse. Ensuite, ça comprend le corps ciliaire. Le corps ciliaire, qui est un organe très très richement vascularisé, enfin un tissu très richement vascularisé, dont la mission est la production d'humeur aqueuse entre autres, mais en regard duquel s'insèrent aussi les fibres de la zonule qui permettent de maintenir en place le cristallin. Et puis dans sa partie postérieure, l'UV, c'est ce que l'on appelle la choroïde. Alors la choroïde, c'est une grosse éponge vasculaire qui est intercalée en fait entre l'enveloppe de l'œil, qu'on appelle la sclère, qui est dans le prolongement de la partie, qui n'est pas transparente, elle, et la rétine d'autre part. Donc ce tissu, très richement vascularisé, entre la rétine et les enveloppes de l'œil, apporte énormément de vaisseaux et contribue pour une grande part à la vascularisation de l'œil. Voilà, alors évidemment, quand on parle d'une inflammation de la partie postérieure de l'œil, d'une uvéite postérieure, on parle de choroïdite. Il va de soi que la contiguïté entre la choroïde et la rétine implique qu'une inflammation de la choroïde aura forcément des conséquences sur la rétine, et comme la rétine est la pellicule
photosensible de l'œil, eh bien cela peut vite avoir des répercussions sur la vision. Le nouveau Le Chat Machine, c'est rien que du naturel. Tu nous parles de répercussions. Finalement, quand on se place du point de vue du propriétaire, qu'est-ce qui va faire qu'ils peuvent remarquer que leur animal est en train de développer une uvéite? Est-ce que c'est forcément douloureux? Est-ce qu'il y a des signes cliniques qui ne sont pas «trompeurs» entre guillemets sur la possibilité d'avoir une uvéite sur son chien, sur son chat, voire sur son cheval? Eh ben, c'est extrêmement variable. Déjà, la perception des propriétaires est très variable d'un propriétaire à l'autre. Après, la perception des signes cliniques, on va le voir, et les changements d'aspect de l'œil notamment, sont aussi variables en fonction du faciès de l'animal, de la longueur des poils, de la position des globes oculaires, et ça va dépendre aussi de la localisation de l'inflammation. Alors, comme je l'ai dit juste avant, il y a des inflammations postérieures, des uvéites postérieures, ce qu'on appelle des choroïdites, et puis il y a des uvéites antérieures et intermédiaires. Elles concernent davantage l'iris et le corps ciliaire. Et il existe des situations pour lesquelles l'ensemble des tissus vascularisés dans l'œil peut être inflammé, c'est ce qu'on appelle des panuvéites, mais bien souvent, on a des inflammations qui restent cantonnées au segment antérieur de l'œil, donc c'est des iritis, des cyclites, donc ce qu'on appelle des iridocyclites, pour l'inflammation de l'iris d'une part et du corps ciliaire d'autre part, et puis des inflammations qui vont peut-être davantage toucher le segment postérieur, bien que des lésions de panuvéite existent. Alors, lorsque l'inflammation concerne tout d'abord ou dans un premier temps ou seulement le segment antérieur de l'œil, les signes cliniques que peut observer le propriétaire sont des signes d'atteinte de l'état général, puisqu'une uvéite, c'est douloureux, et la douleur, elle se manifeste, elle est médiée notamment par le spasme douloureux du muscle ciliaire, qui est localisé dans le corps ciliaire, et donc ces signes de douleur sont différents de ceux qu'on peut observer avec un ulcère cornéen. Avec un ulcère cornéen ou une conjonctivite chez le chat, ce que l'on observe, c'est un blépharospasme, un larmoiement, bref, des signes de douleur très superficiels. Avec une uvéite, la situation est plus différente parce que la douleur, elle est viscérale. Et donc, les propriétaires peuvent remarquer effectivement une diminution de l'ouverture des paupières, c'est fréquent, mais surtout, c'est un abattement, une atteinte de l'état général, qui peuvent même se traduire par une anorexie, une dysorexie, qui va manifester des signes d'atteinte de l'état général. Donc voilà pour la partie fonctionnelle des uvéites antérieures et des signes de douleur fonctionnels. Après, plus précisément, en regard de l'œil, la situation est assez différente chez le chien et chez le chat. Chez le chien, les propriétaires peuvent mettre en évidence une opacification de l'œil. L'œil va leur sembler plus vitreux, plus sombre, plus terne, moins éclatant. Mais c'est surtout l'aspect voilé qui domine dans la perception que les propriétaires pourraient avoir d'un changement d'aspect de l'œil associé à une uvéite antérieure. Concernant le chat, la situation est peut-être un petit peu différente, puisque l'iris des chats, on le sait tous, a des couleurs extrêmement métalliques, très irisées, très, très fortes, et l'inflammation de l'iris et de l'UV antérieure en général va se manifester d'une façon plus univoque pour le propriétaire par un changement de couleur de l'œil, un changement qui est plus spectaculaire que chez le chien. Concernant les uvéites antérieures, et pour être plus complet avec ta question, et chez le cheval, chez le cheval, les propriétaires peuvent mettre en évidence des changements d'aspect, mais assez ténus, je pense, un petit peu comme ce que l'on peut observer chez le chien, un aspect plus voilé. Par contre, les signes de douleur sont beaucoup plus manifestes, et ce que les propriétaires de chevaux ressentent plus facilement dans la mesure où les animaux vivent très fréquemment à l'extérieur, c'est une photophobie, c'est-à-dire le fait que la douleur et les signes de douleur soient exacerbés avec la lumière du jour, avec une lumière assez vive. Voilà pour les signes d'uvéite antérieure, donc des signes d'atteinte de l'état général, chez le chien surtout, un changement d'aspect de l'œil un peu plus subtil chez le chien que chez le chat, avec un aspect plus voilé, et au contraire un changement de couleur franc de l'iris chez le chat. Voilà ce qu'il en est. Concernant les uvéites postérieures, lorsqu'elles sont isolées et qu'elles ne sont pas associées à des signes d'uvéite antérieure, là, les signes cliniques passent beaucoup plus souvent inaperçus. Alors, tout dépend évidemment de l'intensité et de la gravité des lésions. Si on prend l'exemple de la cryptococose, par exemple, chez le chat,
les lésions en regard du segment postérieur de l'œil, donc du massif choroïde et rétine, peuvent être extrêmement étendues, extrêmement extensives, et dans ce cas-là, la plaque photosensible de l'appareil photo étant altérée, les répercussions sur la vision sont assez rapides et évidentes pour le propriétaire. Mais il est très fréquent que des foyers de choriorétinite assez isolés n'aient pas de répercussions du tout sur l'autonomie de l'animal. Et donc, c'est de manière fortuite, nous, en consultation, qui, en examinant systématiquement les yeux et en pratiquant des fonds d'œil, mettons en évidence des cicatrices de foyers anciens de choriorétinite dont on ne connaît pas la cause, dont on n'a pas identifié la cause, et qui ne se sont pas traduits par aucune manifestation pour les propriétaires. Donc pour les uvéites postérieures, lorsqu'elles sont isolées, en définitive, je dirais que des foyers isolés peu étendus passent totalement inaperçus, et lorsque les lésions sont plus agressives pour le fond d'œil, eh bien, il faut qu'elles atteignent les 2 fonds d'œil, ce qui est fréquemment le cas quand même, pour qu'il y ait une répercussion évidemment évidente sur l'acuité visuelle des animaux. C'est intéressant ce que tu dis sur les phénomènes d'uvéite postérieure. Comment est-ce que cliniquement, sur un fond d'œil, tu arrives à distinguer une lésion active d'une lésion ancienne, cicatricielle au niveau de la rétine? Alors, ça, évidemment, la particularité de bon nombre d'animaux en regard de leur fond d'œil, c'est évidemment la zone du tapis. Et le tapis, pour l'ophtalmologue vétérinaire, c'est une source très précieuse de renseignements, puisque c'est une structure, je le rappelle, qui n'est pas dans la rétine, mais qui est dans les couches superficielles de la choroïde, juste sous la rétine, juste sous son épithélium pigmenté. Et donc, ce tapis très très réfléchissant nous aide beaucoup à interpréter ce type de lésion et justement à faire la distinction entre des lésions actives et des lésions d'ordre séquelaire cicatriciel. Alors, les lésions actives, elles vont se manifester par un épaississement en regard de la rétine, un œdème, voire un soulèvement. Et ça veut dire qu'on va intercaler davantage de tissu entre l'observateur et la zone du tapis. C'est la raison pour laquelle des lésions actives paraissent ternes, grisâtres, floues. À l'inverse, lorsque on est confronté à des séquelles de choriorétinite, la rétine s'est atrophiée en regard du foyer. Et donc, en s'atrophiant, la quantité de tissu intercalé entre l'observateur et la zone du tapis s'est amincie. Et pour cette raison, des lésions anciennes, séquelaires de choriorétinite vont se manifester au contraire par des zones hyper réfléchissantes qui correspondent au foyer de choriorétinite, et ce en raison de la dégénérescence de la rétine en regard des foyers. En cas d'uvéite, tu nous as dit que l'œil pouvait changer de couleur, d'aspect interne. On peut avoir des fois des précipités inflammatoires, de fibrine, de sang, même dans certains cas. Il y a une notion qui est, je pense, importante à préciser. J'aimerais que tu nous en parles. C'est la barrière hémato-oculaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont les mécanismes qui font qu'il peut y avoir des passages d'éléments qui ne sont habituellement pas dans l'œil et qui peuvent passer du sang vers l'œil? Alors, les notions de barrière hémato-oculaire, elles ont trait au fait que l'œil, c'est l'un des organes qui proportionnellement est le plus richement vascularisé. Et en même temps, l'œil est un organe qui est très très finement agencé, et comme on aura l'occasion d'en reparler, et comme on en a déjà un petit peu parlé, les uvéites laissent des traces, laissent des séquelles. On a parfois coutume de dire qu'une uvéite dans un œil, c'est un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc pour cette raison, un petit peu à l'image du système nerveux central, l'œil bénéficie de barrières qui vont filtrer, séparer la circulation sanguine de la circulation qui pénètre dans l'œil. C'est ce qu'on appelle les barrières hémato-oculaires. Donc ces barrières vont empêcher le passage de grosses protéines, notamment, qui pourraient susciter une forte réaction inflammatoire dans l'œil. Alors ces barrières, il y en a 2 en fait. Il y a la barrière à l'avant qu'on appelle hémato-aqueuse, donc c'est ce qui va limiter la diffusion de ces grosses protéines, de ces grosses molécules dans la partie antérieure de l'œil et notamment dans la chambre antérieure, dans l'humeur aqueuse. Cette barrière, on la retrouve d'abord au niveau des capillaires sanguins de l'iris. Ce sont des parois, des jonctions entre les cellules endothéliales des capillaires iriens qui sont très serrés. La deuxième partie de cette barrière hémato-aqueuse, c'est les jonctions très serrées entre les cellules de l'épithélium non pigmenté du corps ciliaire. Donc voilà pour la partie hémato-aqueuse. Et puis on regarde la barrière hémato-rétinienne. Eh bien, la barrière est constituée d'abord de jonctions très serrées entre les cellules
de l'endothélium des capillaires de la rétine, d'une part, et d'autre part, entre les cellules de l'épithélium pigmenté de la rétine, l'épithélium pigmenté de la rétine étant situé entre la neurorétine, vers le vitré, et entre la choroïde, vers la sclère. Voilà pour ces barrières. Donc, c'est la raison pour laquelle l'œil jouit d'un privilège immunitaire, au même titre que le système nerveux central, pour le protéger, évidemment, de l'invasion de ces grosses protéines, de ces grosses molécules. Alors, dans quel cas de figure ces barrières peuvent être rompues? C'est justement tout l'enjeu des uvéites, puisque une uvéite suppose une rupture des barrières hémato-oculaires. Donc ça peut être pour plein de raisons différentes, pour des causes infectieuses, systémiques, pour des causes strictement oculaires, et la constante d'une uvéite, c'est effectivement pour point de départ la rupture de ces barrières qui va favoriser l'extravasation de protéines, de cellules inflammatoires dans l'humeur aqueuse et entretenir la réaction inflammatoire et les séquelles qu'elle peut entraîner. Tu nous as déjà parlé des signes cliniques observés lors d'uvéite postérieure. En cas d'uvéite antérieure, qu'est-ce que le praticien va pouvoir observer? Et toi, ophtalmologue, qu'est-ce que tu vas pouvoir noter de plus avec les appareils que tu utilises? Les signes cliniques, on l'a évoqué du point de vue du propriétaire, qu'est-ce qui peut être un signe d'appel pour lui. Maintenant, dans le cadre d'une uvéite antérieure, chez le praticien, qui serait sollicité à la suite de ce motif d'appel, il y a une certaine variété de signes cliniques. D'abord, si on part de la périphérie, on peut noter déjà une hyperémie en regard des conjonctives qui est assez franche et qui est distincte, différente de celle que l'on peut observer associé à une conjonctivite ou un ulcère cornéen, parce que dans ce cas-là, c'est vraiment la vascularisation ciliaire qui est congestionnée et qui est plus profonde, puisqu'elle provient des artères ciliaires postérieures, longues et courtes, et qui est plus profonde que la vascularisation conjonctivale, qui est issue des artères conjonctivales, que l'on peut mettre en évidence en cas d'ulcère superficiel, par exemple. Alors, pour s'en persuader, on peut utiliser toujours le test à la néosinéphrine collyre, qui va permettre la vasoconstriction, mais seulement de la vascularisation issue des artères conjonctivales. Et donc, en cas d'uvéite, l'hyperémie, après instillation d'une goutte de néosinéphrine, doit persister. Ça, c'est la périphérie. Ensuite, en ce qui concerne la cornée, il peut exister plusieurs signes. Le premier, ça va être un œdème de cornée. Celui-ci est vraiment d'intensité très variable. Il y avait notamment des lésions d'uvéite que l'on rencontrait et que l'on ne rencontre plus avec les modifications vaccinales. C'est celles qu'on pouvait observer avec l'adénovirus canin et des vaccins à virus vivant atténués, ce qui est interdit aujourd'hui. Et cette uvéite se caractérise chez le chien, se caractérisait parce que j'en ai plus observé depuis des années, par un œdème diffus très intense de cornée. Mais cet œdème est très variable. Ensuite, avec la chronicité, on peut observer une néovascularisation. Celle-ci est généralement relativement circonférentielle, mais très courte, parce qu'issue là encore, de la vascularisation ciliaire et non pas de la vascularisation conjonctivale. Donc voilà pour les signes cornéens de l'œdème, d'une intensité variable, et avec la chronicité, une néovascularisation. En regard de la cornée, mais de sa face postérieure, peuvent se développer aussi ce que l'on appelle des précipités kératiques. Alors ces précipités kératiques correspondent à des dépôts, des coagulums, des petits floculats composés de protéines, parfois composés de cellules inflammatoires, qui viennent sédimenter sur la moitié ventrale de la face postérieure ou endothéliale de la cornée. Donc ce ne sont ni plus ni moins que des petits agglomérats de fibrines, de protéines, parfois de cellules inflammatoires sur la face postérieure de la cornée. Donc ça, c'est un signe qui est très spécifique des uvéites, mais qui n'est pas systématique et qui souvent trahit une certaine forme de chronicité dans l'uvéite. Voilà pour la cornée. Ce que le praticien peut mettre en évidence, c'est évidemment des modifications de l'iris. Alors, la différence de pigmentation entre l'iris des chats et l'iris des chiens est telle que les changements de couleur de l'iris, généralement, on ne les perçoit pas beaucoup chez le chien, alors qu'ils sont beaucoup plus spectaculaires chez le chat. Chez le chien, initialement, sauf sur des iris clairs, des lésions dites d'iritis ou de rubéose irienne, c'est-à-dire de développement de vaisseaux à la surface de l'iris, ne se mettent quasiment pas en évidence. Par contre, avec la chronicité, ce qu'on observe quasiment systématiquement, c'est un foncissement de l'iris.
Et un iris de chien, quand on le regarde à l'état normal, la couleur marron, elle n'est pas homogène. La périphérie est bien souvent un peu plus sombre que la partie plus proche de la collerette et du rebord pupillaire. Bref, c'est une variation de ton sur le mode du marron, ça va de soi. Avec le temps et les uveites chroniques, notamment une cataracte qui évolue relativement rapidement, eh bien on observe un foncissement, un brunissement de l'iris. Chez le chat, à l'inverse, les lésions d'iritis sont beaucoup plus spectaculaires. On peut mettre en évidence une congestion des vaisseaux de l'iris qui peuvent apparaître assez facilement, et c'est d'ailleurs ce qui aura bien souvent alerté le propriétaire pour venir consulter. Ensuite, on regarde la partie antérieure de l'œil. Ce qu'on peut aussi facilement mettre en évidence simplement avec un transilluminateur, ce sont des déformations de l'iris, qui peuvent être la conséquence de séquelles, c'est-à-dire d'adhérences fibrineuses, entre généralement la face postérieure de l'iris et le cristallin. Donc ça va provoquer des déformations de l'ouverture pupillaire, ça peut provoquer aussi des dépôts de pigments de mélanine à proximité de l'ouverture pupillaire. L'un des signes également associé aux iridocyclites, aux uveites antérieures, c'est le myosis anisochorique. Ça, évidemment, c'est un des signes d'appel pour le vétérinaire, et mettre en évidence une anisochorie et mettre en évidence notamment que l'œil suspect, l'œil inflammatoire est en myosis anisochorique par rapport à l'autre, c'est un signe majeur en faveur du diagnostic d'une uvéite. Alors, ce qui va requérir un outillage un peu plus spécialisé, c'est le fameux effet Tyndall. Alors, l'effet Tyndall, c'est tout simplement mettre en évidence une augmentation de turbidité de l'humeur aqueuse. Sans rupture de la barrière hémato-oculaire, l'humeur aqueuse, elle est limpide, eau de roche, comme le liquide cérébrospinal. Lorsque la barrière est rompue, eh bien, des protéines, des cellules peuvent se retrouver en suspension dans l'humeur aqueuse. Et l'effet Tyndall, c'est tout simplement, avec un très fin ray de lumière, mettre en évidence ces cellules, ces protéines en suspension dans l'humeur aqueuse, puisqu'on va matérialiser le petit ray de lumière lorsqu'il traverse la chambre antérieure, c'est-à-dire entre la cornée et l'iris ou le cristallin. Donc ça nécessite un appareillage et notamment une lampe à fente, parce que le ray de lumière qui permet de mettre en évidence cet effet Tyndall doit être extrêmement fin. Enfin, le signe vraiment cardinal de l'uvite antérieure, c'est l'hypotonie oculaire. On a parlé du myosis, mais effectivement, dans certaines formes assez, presque infracliniques d'uvéite, le seul élément tangible, en dehors d'une discrète hyperémie de la conjonctive, c'est l'hypotonie oculaire. Et c'est le signe le plus sensible, le plus précoce d'une uvéite, notamment chez le chien. Et mettre en évidence une différence de tension oculaire à partir de 4-5 mm de mercure, de différence entre les deux yeux, c'est significatif, et c'est un argument qui peut plaider, pour l'œil évidemment le plus hypotone, en faveur d'une uvéite. D'accord ? Alors ça, évidemment, ça suppose qu'on puisse comparer, pour beaucoup des signes dont j'ai parlé, l'œil droit avec l'œil gauche, par exemple. Lorsque l'atteinte inflammatoire de l'UV est bilatérale, l'interprétation peut être plus délicate. Voilà pour répondre à ta question. On pourrait ajouter aussi chez le chat qu'un bon nombre d'uvéites chroniques, dites idiopathiques, au-delà de la modification de couleur de l'iris, où l'iris paraît plus terne, moins métallisé, moins irisé, eh bien on peut parfois voir des petits nodules un peu grisâtres à sa surface, et ça, un transilluminateur permet aussi de le mettre en évidence. L'apport d'outils plus spécialisés, c'est la lampe à fente et la détection, la mise en évidence d'un effet Tyndall d'une part, et le tonomètre, la tonométrie pour dépister une hypotonie qui est très précoce et très sensible dans le diagnostic des uvéites. L'hypotonie, elle est expliquée par quoi ? En quoi tu pourrais nous expliquer la tendance à la baisse de pression intraoculaire dans ces yeux atteints d'uvéite ? Pour répondre simplement, en cas d'uvéite antérieure, une uvite antérieure, généralement, c'est ce qu'on appelle une iridocyclite, inflammation de l'iris, inflammation du corps ciliaire. Et le corps ciliaire étant la structure responsable de la production d'humeur aqueuse, par sécrétion active, diffusion passive, une inflammation du corps ciliaire se traduit par une diminution de la production d'humeur aqueuse, tout simplement. Et comme la pression intraoculaire, c'est un équilibre dynamique entre la production d'humeur aqueuse par le corps ciliaire et son élimination hors de l'œil, notamment par l'angle irido-cornéen, si la production baisse,
la tension baisse. Et est-ce que le fait d'avoir un myosis assez serré et du coup une augmentation de la surface de l'iris permet également une augmentation de l'élimination par la voie uvéosclérale? Alors, ça, c'est une remarque effectivement très pertinente. Dans l'évacuation hors de l'œil de l'humeur aqueuse, il y a la voie conventionnelle, qui est celle de l'angle iridocornéen, qui est largement majoritaire chez le chien, très largement majoritaire chez le chat. Mais il y a aussi une voie dite non conventionnelle, comme tu l'indiquais, qui se traduit par la résorption, l'élimination hors de l'œil de l'humeur aqueuse à partir des gros vaisseaux, directement en traversant le stroma de l'iris, des gros vaisseaux qui sont situés à la base de l'iris, à la base du corps ciliaire et à la base également de la choroïde et qui vont drainer directement l'humeur aqueuse. Donc pour répondre à ta question, peut-être que oui, peut-être que non, je suis pas capable de répondre. Par contre, il va de soi que avec le processus inflammatoire, on peut estimer aussi qu'il y a une libération dans l'humeur aqueuse de prostaglandines, et les prostaglandines stimulent justement cette voie uvéosclérale. Donc oui, il y a une diminution de la production d'humeur aqueuse, mais il est tout à fait possible également que dans le même temps, il y ait une facilitation à son élimination hors de l'œil. Pourquoi tu m'as mordu? Mais enfin, c'est parce que tu es son dîner. Ça va pas la tête? C'est ridicule. Allons, Maurice, qu'est-ce que c'est qu'une petite morsure au fessier entre bons amis? Toujours sur la pression intraoculaire, donc tu nous disais qu'il y avait des écarts de pression entre les deux yeux, mais souvent les uvites peuvent être unilatérales, mais lorsqu'on a une atteinte bilatérale, est-ce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment? Et est-ce que dans ce cas précis d'atteinte bilatérale, tu penses à des affections d'origine plutôt générale que des affections locales? Alors là, effectivement, la question que tu poses revient à se dire, finalement, est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des présentations cliniques qui vont être davantage évocatrices d'une cause que d'une autre? C'est justement l'enjeu, et c'est pas simple. Donc, effectivement, d'abord, il faut partir du principe que l'œil, c'est le seul viscère qui soit directement accessible de l'extérieur. Donc, c'est une fenêtre sur un rein, sur un morceau de foie. Et à ce titre, effectivement, une maladie systémique et multisystémique, qui notamment va avoir des répercussions oculaires, sera peut-être mise en évidence assez précocement à cause de l'atteinte oculaire. Donc, effectivement, on reparlera après des causes d'uvéite, enfin ça va venir assez vite, je pense, mais l'enjeu, c'est de savoir s'il s'agit d'une cause intraoculaire ou si cette uvéite peut trahir finalement la progression dans l'organisme d'une maladie systémique. Alors, je suis d'accord avec toi, il est vrai que statistiquement, des atteintes bilatérales sont plus fréquemment associées à des maladies systémiques que des atteintes unilatérales. Mais c'est vraiment trop ténu pour s'y fier. Par contre, en termes de localisation, si tu cumules une atteinte bilatérale et une atteinte des fonds d'œil, là effectivement, l'hypothèse d'une maladie systémique devient de plus en plus forte. Et en tout cas, ce sont des pistes qu'il faut explorer en clinique. Donc finalement, ça revient à dire que s'il y a des lésions vraiment du fond d'œil, on pense plus à quelque chose de systémique par rapport à une atteinte qui est plutôt du segment intérieur. Généralement, oui. Alors, personne ne pourra te répondre d'une manière catégorique, mais il est clair et net qu'une atteinte des segments postérieurs, choriorétinienne et a fortiori bilatérale, et a fortiori associant aussi des signes d'atteinte du segment antérieur, plaide vraiment en faveur d'une maladie systémique et qu'il faut en tout cas explorer. On n'aime pas les chiens qui aboient pour rien. J'aimerais qu'on focalise sur les étiologies les plus fréquentes en cas d'uvite chez le chat. Si tu veux nous dire ce que toi tu rencontres dans ta pratique quotidienne le plus en termes de fréquence et comment accéder à ces diagnostics. Alors, les uvites chez le chat, un petit peu comme chez le chien, un petit peu comme chez l'homme, sont dans une large majorité d'origine indéterminée. Alors, chez le chien, on va parler d'uvéite dysimmunitaire, d'uvéite à médiation immune. Chez le chat, les termes retenus sont pas tout à fait les mêmes. On parle plutôt d'uvéite idiopathique, d'uvéite lymphoplasmocytaire, d'uvéite du vieux chat. Mais il faut retenir que hors traumatisme, évidemment, plus de 60% des cas d'uvéite en consultation sont d'uvéite dite idiopathique. Alors ces uvéites, elles concernent, comme l'une de ces appellations l'indique, des animaux plutôt âgés, mais
il est très difficile de savoir à partir de quel âge elles ont commencé, puisque lorsque les animaux nous sont amenés, s'agissant d'uvéites qui évoluent vraiment à bas bruit, les lésions ont déjà assez largement progressé, mais typiquement l'âge de présentation va être compris entre 9 et 12 ans en général. Hein. Donc ce sont des uvéites qui touchent plutôt des individus âgés. Donc ce sont des uvéites lymphoplasmocytaires, il n'y a pas de composante macrophagique, donc granulomateuse dans ce type d'uvéites, et pour un certain nombre d'entre elles, la présentation clinique est tout à fait similaire à des uvéites que l'on peut rencontrer dans le cadre d'une infection par le virus de l'immunodéficience féline. Donc voilà un agent infectieux, même s'il est minoritairement retrouvé dans le cadre de ces uvéites dites idiopathiques. Alors, on parlera peut-être après de l'évolution de ce type d'uvéite et peut-être plus se focaliser sur les causes d'uvéites. Donc il nous reste finalement 30 à 40% d'uvéites, hors traumatisme évidemment, qui vont se séparer et se scinder en deux entre des causes tumorales, avec notamment le lymphome et les formes oculaires de lymphome, qui, j'insiste, ne sont pas toutes d'origine métastatique. Il existe des formes solitaires, présumées solitaires, de lymphome dans l'œil, mais aussi des mélanomes, évidemment, qui correspondent aux deux principales tumeurs de l'UV chez le chat, l'une primitive, le mélanome, et l'une secondaire, et dans certains cas primitive, le lymphome. Et puis, ensuite, on a des causes infectieuses. Donc la première de ces causes infectieuses chez le chat, c'est la péritonite infectieuse féline. Alors la péritonite infectieuse féline, bon, comme tout le monde le sait, il existe des formes humides, d'évolution assez dramatique et très brutale, des formes sèches qui évoluent d'une façon un peu plus insidieuse, un peu plus lente. Les cas d'atteinte oculaire associés au virus de la PIF correspondent dans leur majorité à des formes sèches, comme pour les atteintes nerveuses d'ailleurs. Par contre, d'un point de vue épidémiologique, c'est intéressant parce que si les uvéites idiopathiques dont on parlait évoluent plutôt à bas bruit chez des animaux âgés, les uvéites associées à la péritonite infectieuse féline, c'est tout l'inverse. Ce sont très largement des jeunes chats et avec une évolution clinique qui est quand même beaucoup plus aiguë. Donc, effectivement, mettre en évidence une uvéite, et comme on le disait tout à l'heure, a fortiori bilatérale avec atteinte du segment postérieur chez un jeune chat, doit vraiment évoquer, pas avec certitude évidemment, mais doit vraiment évoquer et faire explorer le clinicien la péritonite infectieuse féline. Voilà. Après, il y a une autre cause infectieuse, mais que moi je rencontre moins d'une fois par an, mais qui, en tout cas, est la deuxième après les cas de péritonite infectieuse féline, je dirais, c'est la cryptococose, hein, donc une infection fongique. Donc finalement, des causes infectieuses, beaucoup d'autres ont été décrites chez le chat, la bartonellose, mais je dirais que les publications plus récentes semblent remettre en question l'implication de Bartonella insulae dans l'étiologie des uvéites. À un moment donné, on a évoqué aussi le virus herpès félin, et finalement, des études ultérieures ont semblé indiquer que des résultats positifs avaient pu l'être à partir de prélèvements d'humeur aqueuse contaminés par une aiguille qui avait traversé la cornée. Donc finalement, en termes d'agents infectieux, sur des maladies systémiques, des maladies contagieuses, chez le chat, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est plutôt, je dirais pas une bonne nouvelle évidemment, mais plutôt un élément rassurant dans l'exploration des uvéites. Alors, chez le chaton, toute uvéite n'est pas la conséquence d'une péritonite infectieuse féline. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont pu expérimenter le retour de stérilisation d'un jeune chat avec des lésions d'uvéite. Et c'est vrai que chez le jeune chat, on a effectivement d'un côté le spectre de la péritonite infectieuse féline, mais on a aussi un certain nombre d'uvéites assez fréquentes, assez banales, qui peuvent être assez exudatives, hein, avec la formation d'un hypopion. On n'en a pas parlé dans les signes cliniques, mais l'hypopion, c'est un caillou d'un coagulum de fibrine dans la chambre antérieure de l'œil. Et ces uvéites qui peuvent être assez exudatifs sont de très bons pronostics et se résolvent généralement sans laisser de séquelles. Voilà pour les causes infectieuses systémiques. Après, une autre cause infectieuse, mais là extrêmement rare, c'est celle d'une endophtalmie bactérienne. Alors l'endophtalmie comme la panophtalmie sont des inflammations intraoculaires, donc des uvéites, mais de nature septique, et qui généralement sont d'origine infectieuse. Alors, ces endophtalmies bactériennes, lorsqu'elles ne correspondent pas à des complications d'inoculation,
elles peuvent correspondre à une atteinte de l'œil et de l'UV à partir d'un foyer infectieux situé généralement à proximité de l'œil, dentaire notamment, sinusal, mais parfois à distance. Et donc on peut observer de tels cas, mais c'est vraiment extrêmement rare. Donc je dirais les deux grandes dominantes de la pathologie uveiale chez le chat hors traumatisme sont les uvéites idiopathiques, lymphoplasmocytaires, d'une part, et les uvéites banales du jeune chat. Quand je dis banal, c'est probablement un phénomène infectieux dérisoire, et évidemment la péritonite infectieuse féline. Et enfin, les uvéites associées à des tumeurs intraoculaires, lymphomes et mélanomes. En pratique, comment est-ce que tu fais pour distinguer le lymphome d'une uvéite infectieuse? Alors, c'est pas toujours évident. Y a le cas du mélanome. Le mélanome, on peut le classer parmi les causes d'uvéite. Très sincèrement, très honnêtement, c'est pas toujours une uvéite. C'est-à-dire qu'on observe un foncissement de l'iris. Ce foncissement peut provoquer une déformation de l'iris, peut envahir l'angle irido-cornéen et provoquer un glaucome, peut se présenter sous l'aspect d'un nodule sur la face antérieure de l'iris, sans pour autant avoir les signes évocateurs d'uvéite, comme une hypotonie oculaire, comme un effet tyndal positif, etc., etc. Là où c'est plus insidieux, c'est la distinction d'une uvéite banale d'une uvéite secondaire à une infiltration lymphomateuse. Et là, il y a des formes cliniques qui sont assez évocatrices, avec des infiltrats vraiment rosés, assez diffus mais quand même localisés dans l'iris, qui provoquent ce qu'on appelle une dyschorhie, c'est-à-dire une déformation de l'ouverture pupillaire, mais c'est pas toujours le cas. Il y a aussi une forme que moi j'ai rencontrée fréquemment, qui est peu spécifique mais finalement assez informative, c'est celle de mettre en évidence un hypopion, donc un coagulum fibrino-hémorragique, plutôt dans le cadran inféronasal de la chambre antérieure. Et ça, c'est relativement évocateur. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc, lorsqu'un doute existe, c'est-à-dire qu'on n'est pas chez un chat âgé avec une uvéite qui évolue à bas bruit, avec des petits nodules grisâtres sur sa face antérieure, évocateurs d'une uvéite idiopathique, deux outils peuvent être intéressants pour l'ophtalmologue, en dehors d'un bilan d'extension, que ce soit un scanner de l'animal ou une échographie abdominale et une radiographie de thorax, mais sur des examens spécialisés ophtalmologie, c'est d'abord l'échographie, la résolution spatiale des échographes et la puissance des sondes, au-delà de 20 MHz, permettent de mettre en évidence des différences assez fines d'épaisseur de l'iris, ce qui peut trahir un infiltrat cellulaire en regard de l'iris. Et puis le deuxième élément, c'est d'effectuer des parasynthèses de la chambre antérieure. Donc avec des aiguilles 23-25 gauges, c'est prélever un petit échantillon d'humeur aqueuse. Généralement, on se restreint entre 0,1 et 0,2 millilitres, en ayant un abord tangentiel avant de pénétrer la chambre antérieure. On recueille ce liquide, on le place sur un tube d'ETA et il faut l'acheminer vite au laboratoire parce que les cellules ne survivent pas longtemps, idéalement dans la demi-heure, de façon après cytocentrifugation, puisque la densité cellulaire est généralement relativement faible, de façon à analyser les cellules que l'on retrouve et savoir si certaines ont un aspect blastique compatible avec un lymphome. Alors la sensibilité en cas de lymphome oculaire, elle a été étudiée dans certaines études, elle n'est pas de 100%, ça va de soi. Néanmoins, je pense qu'on peut retenir que le lymphome évidemment est une tumeur dont les cellules s'exfolient assez facilement, et c'est le cas notamment dans l'humeur aqueuse, et un examen cytologique d'un échantillon d'humeur aqueuse permet dans un certain nombre de cas de diagnostiquer une infiltration lymphomateuse de l'UV. Et lorsque tu fais ces parasynthèses à visée diagnostique, est-ce que tu en profites pour réaliser le traitement finalement de l'affection? Est-ce que tu peux administrer des produits par la même voie? Assez peu. En ce qui me concerne, je pense que tout le monde n'a pas la même approche que la mienne, et je ne prétends évidemment pas avoir la bonne approche, mais en ce qui me concerne, j'administre assez peu de médicaments par voie intracamérulaire. Alors, ce qui pouvait être intéressant, c'est l'actylyse, l'activateur tissulaire du plasminogène, qui
permet de dissoudre la fibrine pour peu que celle-ci se soit formée moins de quelques jours avant qu'on effectue l'injection. Et cette injection de l'activateur tissulaire du plasminogène permet de dissoudre la fibrine, donc dissoudre des caillots de fibrine qui peuvent obstruer l'ouverture pupillaire et donc avoir un impact sur la vision. Bref, c'est essayer de dissoudre l'hypopion lorsque celui-ci s'est formé assez récemment. Par contre, que ce soit par voie intracamérulaire ou par voie sous-conjonctivale. En ce qui concerne la voie intracamérulaire, je ne l'utilise pas pour le volet thérapeutique. En ce qui concerne la voie sous-conjonctivale, ça peut m'arriver, mais très très rarement chez le chat, un peu plus fréquemment chez le chien. Tu dois y aller. C'est là que ça se passe. Certainement pas. Je n'irai pas là-dedans. Tu nous parles justement du chien, tu me fais ma transition, c'est parfait. Est-ce que les étiologies chez le chien sont relativement similaires à celles du chat? Est-ce qu'on a autant de formes idiopathiques dont on n'arrive pas à déterminer la cause? Et sur les formes infectieuses, quels agents tu vas retrouver le plus fréquemment? Alors chez le chien, c'est plus pénible entre guillemets pour le clinicien d'être confronté à une uvéite que chez le chat où on l'a vu dans cette espèce, les choses sont finalement assez carrées. Il y a l'uvéite lymphomateuse qui est assez piégeuse, mais sinon finalement c'est assez carré. Chez le chien, c'est beaucoup plus complexe. La proportion d'uvéites d'origine indéterminée est globalement la même que celle que l'on rencontre chez le chat. On va dire globalement retenir 60% à peu près d'uvéites. Alors là, chez le chien, on accepte le terme d'uvéite à médiation immune. Donc ça veut dire qu'on n'a pas identifié un agent ou que l'animal était programmé, mais un agent qui entretient de la part du système immunitaire une réaction inflammatoire. Celle-ci est généralement chronique et laisse des séquelles souvent assez sévères pour la vision, mais on pourra en reparler. Ensuite, dans les 40% restants hors traumatisme, toujours, qu'est-ce qu'on a ? On a par rapport au chat peut-être quand même une petite majorité de causes infectieuses et parmi lesquelles là des agents extrêmement divers et variés. On peut citer évidemment la leptospirose, la borréliose, la maladie de Lyme, mais en diagnostiquer fréquemment, évidemment non. C'est peut-être un cas tous les quelques années en ce qui concerne ma pratique courante. Un peu plus fréquemment, et un agent infectieux qui remonte de la Méditerranée vers le nord de la France, c'est l'ehrlichiose, Ehrlichia canis. Donc là, c'est l'un des agents infectieux, en tout cas en région parisienne, qu'on commence à identifier le plus parmi les agents infectieux responsables d'uvéites. Et puis après, il y en a énormément d'autres. La néosporose, la toxoplasmose, la leishmaniose, la brucellose, etc., etc. Donc, il est beaucoup plus rare d'identifier un agent infectieux chez le chien, et beaucoup d'agents infectieux ont pu prouver leur capacité à provoquer des uvéites de façon expérimentale, mais aussi sur des chiens entre guillemets sauvages, mais néanmoins, la quantité de sérologie ou de tests diagnostiques à envisager pour essayer de trouver et de dépister un agent infectieux chez le chien est extrêmement frustrante dans la majorité des cas. Alors, pour autant, la démarche diagnostique, elle est fondamentale chez le chien, parce que la majorité des causes d'uvéites, donc les uvéites à médiation immune, sont des uvéites chroniques, récidivantes, et qui, à terme, entraînent des complications provoquant rapidement une cécité. Donc il y a le glaucome secondaire à une uvéite, mais on a aussi le développement de cataractes, de synéchie extensive, de complications également de décollement de rétine, qui peuvent entraîner une cécité à plus ou moins brève échéance. Et donc, on a besoin de traiter ces cas. Et ces cas-là, on peut être amené à avoir recours aux immunomodulateurs. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas envisager de commencer de tels traitements qui sont lourds pour l'animal, qui sont lourds pour le propriétaire, sans avoir exploré correctement l'hypothèse d'une maladie infectieuse, d'une maladie systémique. Donc, généralement, on ne part pas sur un set très large d'examens sérologiques, de dépistage, mais on va envisager quand même la recherche d'un foyer infectieux, inflammatoire, à distance. Et ça passe par des examens sanguins de routine. On réalise un hémogramme pour explorer des troubles de la numération et formule sanguine, tels qu'une leucocytose,
telles qu'une anémie, une thrombopénie notamment, avec l'ehrlichiose. Un bilan biochimique pour rechercher une altération de fonctionnement des principaux viscères, une électrophorèse des protéines sériques, et puis soit on s'en tient là, et puis généralement on complète également par une analyse d'urine, soit on s'en tient là avec un bilan qui est parfaitement normal, parfaitement négatif, soit on a quelque chose entre guillemets à explorer, et dans ce cas-là, les examens complémentaires peuvent être complétés par des examens d'imagerie à la recherche, encore une fois, d'un foyer infectieux, inflammatoire. Alors, cet examen chez le chien, il doit aussi passer par un examen clinique général complet, et notamment la palpation des nœuds lymphatiques, et un certain nombre de cas vont requérir, par exemple, des cytoponctions de nœuds lymphatiques pour explorer un peu plus avant des causes possibles d'uvéite. Mais voilà, chez le chien, on ne va pas cibler d'emblée un certain nombre de maladies infectieuses. Alors, je sais que certains de mes confrères vont envisager d'emblée des sémiologies, ehrlichiose, anaplasmose notamment. C'est tout à fait envisageable, mais après, il y a quand même à prendre en considération. Mais je dirais qu'un hémogramme, un profil biochimique, une électrophorèse protéine et une analyse d'urine sont les minimums requis chez le chien avant d'envisager, si c'est nécessaire, le recours à un traitement immunomodulateur pour mieux contrôler les lésions du VIH. Est-ce que la moindre, je dirais sensibilité ou, positivité à certains tests, je dirais certaines études vont révéler moins de 30 de recherches étiologiques qui vont finalement, porter leurs fruits, lors de recherches du VIH chez le chien ou chez le chat. Est-ce que c'est pas un peu frustrant, lorsqu'on est ophtalmologue? Alors, je pense que la frustration, elle est différente. En tout cas, le degré de frustration est différent entre le chien et le chat, pour parler de ces deux espèces. Principalement, je vais pas trop évoquer le cas du cheval, sauf si tu le souhaites, tu me reposeras la question après. Chez le chien, c'est peut-être frustrant, mais cette étape des examens complémentaires est nécessaire. Comme je te l'indiquais juste auparavant, parce qu'on a des formes souvent chroniques, récidivantes, qu'un traitement immunomodulateur peut être indiqué à un certain moment du suivi de l'animal, et qu'on ne peut pas se lancer de cette manière-là. Donc, on est presque obligé de le faire, même si effectivement la majorité des uvéites, la majorité des cas, va correspondre à des uvéites à médiation immune, pour lesquels les bilans sanguins, hématologiques, biochimiques, les analyses d'urine, voire les examens d'imagerie, voire les sérologies, n'auront rien révélé d'anormal. Chez le chat, la situation est un peu plus différente, parce que comme on l'a vu, c'est assez carré. On a des vieux chats, on a des chats très jeunes, donc il est plus facile de cibler assez spécifiquement des maladies infectieuses. Un jeune chat, évidemment, on va cibler très fortement l'exploration de la péritonite infectieuse féline. Un chat plus âgé, en bonne santé, sur lequel on met en évidence autant de lésions actives, je dirais, que de séquelles d'uvéite, se recentrer sur l'exploration de l'immunodéficience féline, du virus de l'immunodéficience féline, peut être suffisant pour un certain nombre de cas, sans multiplier pour autant les examens. Après, il reste les cas plus douteux, plus atypiques, qui peuvent justifier chez le chat une parasynthèse de l'humeur aqueuse pour le dépistage d'un lymphome. Après, il reste aussi, on n'en a pas parlé jusque-là chez le chat, et je pense que certains se sont posé la question, et quid de la toxoplasmose ? C'est une bonne question. La toxoplasmose, c'est une maladie qui était évoquée comme pourvoyeur de nombreux cas d'uvéite chez le chat dans les années 90. Depuis les années 90, on a un petit peu changé notre façon de voir les choses, et on se rend compte que la séropositivité des chats est extrêmement forte, d'une part, et que finalement, incriminer des uvéites à la toxoplasmose est probablement très très rare. Le consensus aujourd'hui, c'est de se dire par rapport à la toxoplasmose que si on a une forme isolée d'uvéite, globalement, il y a très 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 peu de chances qu'elle soit d'origine toxoplasmique. Il faudrait qu'on ait un statut immunodéficient avéré, ou bien des signes nerveux concomitants, ou bien des signes respiratoires concomitants, bref, une maladie systémique exprimée cliniquement pour évoquer la toxoplasmose, d'une part. D'autre part, là, en termes de diagnostic, d'épreuves diagnostiques, le dépistage de la toxoplasmose est extrêmement frustrant, et la sérologie n'a vraiment que peu de valeur. Même si on arrive à distinguer
les immunoglobulines G des immunoglobulines M, maintenant dans tous les tests sérologiques, c'est pas inintéressant, mais ça consiste à dire j'ai beaucoup d'IgM, donc ça veut dire que l'infection est récente, or j'ai une uvéite. Sauf que rien ne dit dans la cinétique de ce type d'inflammation que l'inflammation uvéale arrive précocement après l'infection de l'animal, d'une part, et d'autre part, ça ne prouve absolument pas que dans l'œil, localement, on ait effectivement une production d'anticorps ou un effet cytopathogène direct du parasite dans l'UV. Donc la toxoplasmose aujourd'hui, en termes de consensus, c'est de dire que son rôle, son implication dans les uveites a probablement été surévaluée dans les années 90, et qu'aujourd'hui, à moins d'avoir un animal qui présente une maladie systémique avec des signes cliniques francs avérés, la recherche de la toxoplasmose n'a probablement pas forcément sa place dans la démarche diagnostique face à une uvéite chez le chat. Et au-delà du traitement étiologique de l'affection, comment est-ce que ça se déroule la prise en charge thérapeutique des uvéites chez l'animal ? Alors, d'une façon générale, c'est vrai que l'ophtalmologue, il recherche la cause des affections auxquelles il est confronté, mais surtout, il traite des lésions. Et là, l'uvéite illustre vraiment parfaitement bien cet état de fait, puisqu'on va traiter l'inflammation. Et donc, les agents cardinaux que l'on envisage dans la gestion thérapeutique d'une uvéite, c'est avant tout les anti-inflammatoires, d'une part, et d'autre part, le recours à l'atropine sous forme de collyre. Alors, concernant les anti-inflammatoires, il y a la forme orale, la forme locale, il y a les stéroïdiens, il y a les non-stéroïdiens. Bon, que faire ? Personnellement, j'estime que l'index thérapeutique des corticoïdes est quand même probablement supérieur à celui des AINS, et en première intention, j'ai plutôt recours aux corticoïdes par voie orale, parentérale. En première intention. Mais tout va dépendre de l'intensité de l'uvéite à laquelle on est confronté. S'il s'agit d'une uvéite qui évolue à bas bruit dans le cadre de la progression d'une cataracte, d'une uvéite phacolytique d'intensité modérée, une forme locale peut tout à fait être suffisante. Mais dès lors que les signes d'inflammation, alors certains textbooks vont déterminer des critères, c'est-à-dire d'intensité de l'effet Tyndall, notamment, pour aider le clinicien à déterminer s'il doit utiliser une forme plutôt parentérale, orale, ou plutôt une forme locale. Bon, on va dire que ces considérations sont quand même assez subtiles. Mais sur des formes assez bénignes d'uvéite, sans effet Tyndall, avec une hypotonie oculaire isolée, une forme locale d'anti-inflammatoire peut tout à fait être satisfaisante. Dès lors qu'on a affaire à une inflammation plus sévère et ou une atteinte du segment postérieur, seules les formes parentérales et orales sont intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser en parallèle une forme locale, mais que pour une atteinte du segment postérieur ou pour une uvéite d'intensité aiguë, la forme locale n'est pas suffisante. Alors ensuite, comment aider à distinguer je bafouille un peu, on va reprendre. Ensuite, comment envisager les AINS par rapport aux AIS dans la prise en charge ? Alors, sur les formes locales, il n'y a, à ma connaissance, pas vraiment d'études qui évaluent l'intérêt, l'effet thérapeutique des anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie locale. Bon, on a coutume de les utiliser sur des formes modérées d'uvéite ou sur des post-opératoires longs d'intervention intraoculaire, par exemple, lorsqu'on estime que l'inflammation est globalement correctement jugulée, mais qu'on a encore quelques signes qui trahissent des signes discrets d'uvéite. Mais en tous les cas, il n'y a pas vraiment d'études sur l'indice thérapeutique des anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie locale chez le chien et chez le chat. Pour les formes orales et parentérales, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont démontré un effet thérapeutique tout à fait satisfaisant sur des formes d'uvéite traumatiques notamment, où ils ont pu être testés, et leur effet était significatif. Après, chaque clinicien a ses habitudes, et c'est vrai que j'ai tendance à avoir assez facilement recours aux corticoïdes par voie orale ou parentérale.
Alors oui, mais vous me direz, dans le cas d'une uvéite d'origine infectieuse, est-ce que ça peut pas être dangereux? Alors on utilise les anti-inflammatoires en première intention, dans le cas des uvéites, à des doses anti-inflammatoires, pas à des doses immunosuppressives. Donc à des doses anti-inflammatoires, soit la dexaméthasone à 0,2 mg par kilo, ou la prénisolone à jusqu'à 1 mg par kilo, on est toujours à des doses anti-inflammatoires. Donc à part des infections fongiques, comme la cryptococose en Europe, qui sont quand même extrêmement rares, le risque d'induire des effets délétères pour la santé de l'animal par les corticoïdes à dose anti-inflammatoire est quand même très 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 faible. Voilà, ça c'est pour le principe général de l'utilisation des anti-inflammatoires. Après, il y a le recours à l'atropine choline. Alors l'atropine choline a toute sa place dans la gestion des uvéites. Et quand on parle de l'indication de l'atropine choline dans la gestion des ulcères cornéens, ce n'est pas directement à cause de l'ulcère cornéen, mais c'est à cause du réflexe uvéal, du réflexe d'uvéite que l'on rencontre dans certaines formes profondes, complexes d'ulcère cornéen. Donc c'est pour lever le spasme douloureux du muscle ciliaire. Donc l'atropine a deux avantages, deux intérêts dans la gestion d'une uvéite aiguë, pas d'une uvéite chronique, mais dans la gestion d'une uvéite aiguë, chez le chien notamment. C'est d'abord d'avoir un effet cycloplégique, spasmolytique. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, la douleur ressentie par l'animal, elle est médiée par le spasme du muscle ciliaire. Eh bien, l'atropine a un effet cycloplégique, spasmolytique, donc elle va lever ce spasme et donc avoir un effet antalgique. Le deuxième intérêt, c'est de provoquer une mydriase. Et provoquer une mydriase dans le cadre d'une uvite très exudative, c'est-à-dire qui libère beaucoup de fibrine, c'est intéressant, parce qu'on va limiter la surface de contact possible entre l'iris et le cristallin d'une part, et l'iris et la cornée d'autre part, donc limiter la formation de synéchie. Donc, l'atropine choline sur une phase aiguë uvéite a toute sa place. Après, pour le cas plus spécifique des chats, bah là, c'est variable. Dans le cadre d'une uvéite diagnostiquée chez un jeune chat, je dirais que le recours aux anti-inflammatoires par voie orale parentérale, le recours à l'atropine, comme on en a discuté, est tout à fait indiqué. Par contre, quand on est confronté à la très large majorité des cas d'uvéite, c'est-à-dire l'uvéite idiopathique du vieux chat, qui évolue typiquement à bas bruit, là, la prise en charge thérapeutique, pour le coup, elle est franchement frustrante. Pourquoi? Parce que, premier point, sur ces formes qui évoluent à bas bruit tout le reste de la vie de l'animal, quasiment, il n'y a aucun médicament curatif. Ensuite, les quelques tentatives de traitement par des immunomodulateurs n'ont pas porté leurs fruits. Donc, on reste cantonné aux anti-inflammatoires. Alors, par voie locale, donner des corticoïdes toute la vie de l'animal, moi ça me fait toujours un petit peu peur, parce que chez le chat et le vieux chat, le risque d'ulcère cornéen n'est quand même pas négligeable, et laisser un chat pendant des années sous corticoïdes, d'abord, il y a une diffusion quand même, des stéroïdes dans la circulation sanguine, et ça peut tout à fait provoquer des déséquilibres hépatiques, des déséquilibres surrénaliens, d'une part, et puis d'autre part, il peut arriver un jour que l'animal contracte un ulcère cornéen, et dans ce cas, les corticoïdes auront un effet très délétère. Donc on ne peut pas laisser comme ça les animaux ad vitam aeternam sous corticoïdes par voie locale. Ensuite, on ne peut pas non plus, sur une uvite qui va évoluer à bas bruit tout le reste de la vie de l'animal, le mettre sous anti-inflammatoire par voie orale ou parentérale, que ce soit des AINS ou que ce soit des corticoïdes. C'est pas jouable, c'est pas envisageable. Alors on peut gérer des crises. C'est vrai que les uvéites idiopathiques du vieux chat, elles peuvent parfois présenter des épisodes plus exudatifs. Encore faut-il que les propriétaires soient à même de pouvoir les détecter. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut envisager une cure à dose dégressive de corticoïdes par voie orale, par exemple. Ce qui fait que, pour la majorité des cas, les uvéites idiopathiques de vieux chat, finalement, moi, mon habitude, c'est de préconiser, de ne prescrire que des anti-inflammatoires non stéroïdiens par voie locale. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit plus pour essayer de contrôler cette inflammation qui évolue à bas bruit et dont on sait qu'elle se complique dans un nombre significatif de cas chez le vieux chat par des glaucomes,
par des cataractes, par des luxations de cristallins. Et quels sont les pièges que l'on peut rencontrer dans la prise en charge des uvéites félines? Je pense qu'il faut avoir une démarche rigoureuse et essayer de systématiser cette démarche, d'une part, et d'autre part, d'avoir à l'esprit que finalement, les uvéites félines, il n'y a pas tant de causes que ça. Il y a toutes les causes non identifiées qu'on a regroupées sous le vocable d'uvéites idiopathiques. Mais en dehors de ces uvéites idiopathiques, le nombre de causes identifiées n'est pas très important. Donc c'est, je dirais, d'être à l'écoute des propriétaires qui constatent un changement d'aspect de l'œil, se poser la question face à ce changement d'aspect de l'œil et des signes d'inflammation qui semblent ténus, s'il n'est pas justifié ou judicieux d'aller au-delà d'une simple cure d'une semaine à 10 jours de traitement anti-inflammatoire. Et à ce sujet, c'est vrai que moi je vois un certain nombre de cas pour lesquels une pathologie uvéale a été identifiée ou en tout cas s'est manifestée pour les propriétaires et pour les vétérinaires plusieurs semaines auparavant, et qu'un traitement et qu'une cure d'un traitement tout à fait indiqué, d'anti-inflammatoire, d'atropine, a pu être initiée, mais qu'on en est resté là, finalement. Et les signes d'uvéite ont pu récidiver, ont pu laisser davantage de séquelles, et puis au bout de plusieurs semaines, 3, 4, 5, 6, je vois ces animaux arriver avec un certain nombre de séquelles dont je ne sais pas, évidemment, si elles auraient pu être évitées, mais en tous les cas, pour lesquelles je pense qu'une démarche rigoureuse et systématique s'impose. Donc, je le répète, chez le jeune chat, il faut aller explorer et aller suggérer aux propriétaires, même si c'est une mauvaise nouvelle potentiellement, même si on peut les alarmer parce que la péritonite infectieuse féline peut être une maladie létale dans un grand nombre, pour ne pas dire une majorité des cas, même si le traitement que tout le monde a sur le bout des lèvres semble faire des miracles aujourd'hui. Ça c'est un point. Dans le cadre d'une uvéite de vieux chat, c'est aussi être conscient des conséquences et des séquelles que cette uvéite peut laisser, et avoir un discours permettant aux propriétaires d'anticiper la survenue d'un glaucome, d'une cataracte, d'une luxation de cristallin. L'anticiper, c'est réagir plus vite. Réagir plus vite, c'est la traiter plus tôt. Et une luxation de cristallin, par exemple, chez le chat, l'opérer précocement, c'est un meilleur pronostic que l'opérer après plusieurs mois, par exemple. Et puis, sur des formes atypiques, ne pas hésiter à recourir ou à solliciter quelqu'un qui puisse envisager des examens un peu plus spécialisés, comme la parasynthèse de l'humeur aqueuse dont on a parlé tout à l'heure, afin d'étayer l'hypothèse d'une uvéite. Bref, effectivement, je pense que diagnostiquer une uvéite repose sur l'identification des signes cliniques et la bonne connaissance de la sémiologie, d'une part, et puis d'autre part, une fois le diagnostic établi, ne pas hésiter à proposer des suivis ou à proposer un certain nombre d'examens complémentaires et ne pas laisser repartir les animaux dans la nature, puisque comme on l'a vu, la majorité de ces uvéites sont chroniques, évoluent à bas bruit et peuvent entraîner des complications. Alors, même si je l'ai dit à la fin de ta dernière question, le traitement des uvéites idiopathiques félines est pour le coup relativement frustrant parce qu'on n'a pas un grand arsenal thérapeutique. Eh bien, examiner l'animal attentivement, c'est ne pas passer à côté d'une cause systémique, d'une part, et puis c'est avoir un discours assez carré avec les propriétaires pour qu'ils sachent au moins à quoi s'en tenir et à quels signes se référer pour détecter plus précocement certaines des complications qui peuvent être douloureuses et évidemment avoir un impact rapide sur la vision. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles pistes intéressantes dans la prise en charge des uvéites qui laissent entrevoir un traitement ou de régler les situations inflammatoires chez certains animaux? À ma connaissance, non. Je dirais que chez le cheval, la situation a quand même évolué ces 10 à 20 dernières années, avec notamment la recherche et l'implication de la leptospirose, le développement de techniques comme la pose d'implants de cyclosporine, comme la vitrectomie postérieure. À ce jour, la prise en charge thérapeutique, de même que l'exploration diagnostique ou l'identification d'agents infectieux, est un petit peu à la peine chez nos carnivores domestiques.
comme je te le disais tout à l'heure, je dirais même que c'est presque un rétro-pédalage. Alors qu'on était très enthousiaste dans les années 90 chez le chat avec Toxoplasma gondii, qu'on a continué à l'être dans les années 2000 avec Bartonella insalae, et puis peut-être avec le virus herpès félin, finalement, le nombre d'agents infectieux se restreint énormément chez le chat pour expliquer les causes non idiopathiques du VIH. Quant à leur prise en charge thérapeutique, je ne connais pas encore de grande avancée, et je dirais même qu'on a eu un frein. Donc là, c'est pour terminer sur une note pessimiste, pour la prise en charge de certaines complications du VIH, avec la disparition, j'espère momentanée, de l'accès à l'actilyse, l'activateur tissulaire du plasminogène, pour la dissolution des caillots de fibrine dans l'humeur aqueuse. Donc, chez le chat, à ce jour, il est possible, il est même probable, que des agents infectieux puissent induire, un peu à l'image d'antigènes de leptospira chez le cheval, puissent induire une récurrence et une chronicité de l'inflammation intraoculaire, mais à ce jour, je n'ai pas vu d'études permettant de lever le voile sur de tels agents. Quant aux chiens, je dirais que la donne est assez similaire. La liste des agents infectieux est toujours aussi longue. Les diagnostics que l'on fait sont toujours parfois aussi pauvres en termes d'agents infectieux. Et quant à la prise en charge thérapeutique, le recours aujourd'hui chez le chien aux immunomodulateurs, il est assez bien standardisé, il est assez bien encadré, mais ce n'est pas une révolution thérapeutique qui date d'hier, quoi. Donc à ce jour, je ne connais pas d'avancée, ni diagnostique ni thérapeutique, vraiment déterminante dans la prise en charge des UVI chez le chien et chez le chat. Ce sera le mot de la fin. Donc on a bien compris qu'effectivement au niveau thérapeutique et expectative, on n'a pas forcément de grandes nouveautés qui viennent de sortir, mais aucun doute qu'on pourra soit s'inspirer de la médecine humaine ou d'autres développements dans le milieu donc thérapeutique animal pour mieux gérer en fait ces uvéites et surtout aussi mieux les détecter et impliquer les propriétaires. Merci Guillaume pour ce super tour d'horizon des uvéites en moins d'une heure. Qui aura certainement permis à nos auditeurs de voir plus clair dans ces UVI qui sont malheureusement souvent sous-estimés. Donc je tenais vraiment à te remercier énormément pour ta participation ce soir. Non, merci à toi, merci de m'avoir sollicité. Bonne soirée Guillaume. Bonne soirée. Aujourd'hui, on a vu avec Guillaume Payen que le tractus uvéal est composé de l'UV antérieur et de l'UV postérieur. Le terme uvéite désigne l'inflammation d'une de ces structures ou des deux à la fois. On parle alors de panuvéite. La barrière hémato-oculaire s'interpose physiologiquement entre le sang circulant et les milieux oculaires. On distingue la barrière hémato-aqueuse antérieure et la barrière hémato-rétinienne qui est postérieure. Cela implique le traitement symptomatique précoce, intensif sur une durée suffisante de toute uvéite antérieure aiguë, afin d'éviter que la rupture de la barrière hémato-oculaire ne soit responsable de situations définitivement invalidantes avec des opacités cornéennes, une cataracte, un glaucome, voire une dégénérescence rétinienne. Cliniquement, les uvéites seront accompagnés de symptômes variables: blépharospasme et photophobie, hyperémie conjonctivale, épisclérale, kémosis et infiltration vasculaire kératique périphérique profonde. Lors de phases aiguës, on pourra apprécier la présence d'un effet tyndal, d'œdème cornéen, d'hypopion, hyphéma, ainsi que des réflexes pupillaires photomoteurs incomplets. Parfois, des précipités blanchâtres sont observés dans le vitré antérieur lors de cyclites, des synéchies postérieures, une cataracte ou la luxation du cristallin, fréquemment associée à un glaucome secondaire au stade chronique de l'uvéite. Lors du uvéite postérieur, on pourra observer un œdème rétinien, des décollements rétiniens bulleux et des hémorragies du fond d'œil en phase active de choriorétinite. Lors de l'évolution, on pourra noter une hyperréflexion du tapis en foyers plus ou moins nombreux et étendus, avec le plus souvent une migration pigmentaire au stade cicatriciel. La pression intraoculaire est abaissée lors du uvéite et cette dernière peut être unie ou bilatérale. Dans ce dernier cas, l'origine systémique est plus probable. Déterminer la cause de l'uvéite est souvent incertain. La démarche diagnostique passe par le recueil minutieux de l'anamnèse, un examen clinique général complet et assorti d'examens complémentaires adaptés. Un examen oculaire bilatéral complet sera réalisé et complété par un bilan hématobiochimique complet, un examen urinaire, des analyses sérologiques spécifiques et une recherche d'agents par PCR selon le contexte. Une uvéite peut connaître différentes origines. Elles peuvent être
exogène, traumatique, secondaire par exemple à une kératite profonde, endogène, spécifique à des causes infectieuses qui peuvent être virales, bactériennes, parasitaires ou même encore fongiques, des causes endogènes non spécifiques, des causes endogènes à médiation immunitaire comme les infections chroniques ou récidivantes, ou dysimmunitaires. Le plus souvent, on conclut à une étiologie idiopathique lors du diagnostic d'uvéite. Et dans certains cas, on peut avoir des origines néoplasiques qui peuvent être soit d'origine primaire ou métastatique. La recherche étiologique de l'uvéite s'avère néanmoins infructueuse dans plus de 2/3 des cas selon les auteurs. Dans l'attente des résultats des examens, il a toujours lieu de contrôler très rapidement l'inflammation et stabiliser la barrière hémato-aqueuse. Un traitement anti-inflammatoire non stéroïdien ou stéroïdien à chaque fois que ce dernier est possible par voie topique et ou générale et assez longtemps pour éviter les conséquences invalidantes est requis. Le recours à l'atropine est essentiel pour relâcher le spasme du muscle ciliaire. Lors d'uvéite postérieure ou de signes généraux ou nerveux centraux, une antibiothérapie systémique à base de clindamycine peut être indiquée. On se retrouve dans un mois avec le docteur Cécile Briffaut qui nous parle de l'instabilité du cristallin. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à noter et partager cet épisode si vous l'avez trouvé intéressant. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de L'Œil au Clébar. D'ici là, prenez soin de vous et des yeux de vos compagnons à quatre pattes. Au revoir.